Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. De nombreuses attaques menées par des hommes armés non identifiés dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti ont fait 10 morts dans des états civils, dont des civils et plusieurs blessés. Une embuscade en milieu de semaine dernière contre le convoi du président de la Haute Cour de justice et député de Tenenkou, Abdrahman Nyang, est sorti indemne de l'attaque, mais 6 personnes, dont 5 soldats maliens, ont trouvé la mort. Alors peut-on parler de manque de moyens, surtout que ces attaques interviennent au moment où beaucoup d'efforts sont fournis sur ce plan? Faiblesse de renseignements ou manque de coopération de la population? Comment expliquer cette recrudescence au nord et au centre du pays? Alors pour en débattre, nous avons fait appel à Serge Daniel, il est journaliste. Bonsoir. Bonjour. Ibrahim Ikassa Maïga est juriste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nuhun Togo, ex-conseiller au ministère de la Défense. Bonsoir, Togo. Bonsoir. Et André Bourgeot, qui est directeur de recherche au CNRS. Et je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga s'est vu obligé ce lundi 6 novembre de reporter une visite de terrain dans la localité de Soumpi, à 40 km de Niafunké, pour des raisons de sécurité. Au moins 7 civils ont été tués dans 2 attaques au centre, mais aussi dans le nord du pays. Alors, qu'est-ce qui explique cette nouvelle phase d'insécurité qui vise de plus en plus les représentants de l'État? Ikassa. Merci bien. Nous sommes dans une phase de sédimentation assez avancée du terrorisme malien qu'on peut désormais appeler le Sahélistan, puisque aujourd'hui c'est du terrorisme rampant qui prend le contre-pied de tous les efforts de l'État malien et de la communauté internationale. Et c'est comme si c'est un bras de fer qui est mené. Autant les autorités nationales et internationales prennent des mesures pour essayer de maîtriser la situation, autant les forces djihadistes prennent le contre-pied pour démontrer leur force de nuisance, leur présence. Et justement, la population, elle est prise en tenaille parce que si elle ose collaborer, comme le cas du notable de Fatoma dans la région de Mopti, alors c'est un assassinat en règle et en public pour justement marquer les esprits et décourager toute tentative de collaboration et de renseignement de l'État malien. Donc, véritablement, on est dans un tel schéma où l'absence de l'État dans les zones sous la coupe réglée de ces terroristes renforce justement cette situation d'insécurité. Et je l'ai dit tantôt, c'est toucher du bois, mais en disant que c'est le Sahélistan qui s'installe si des mesures très très urgentes et des mesures assez efficaces ne sont pas mises en place, à commencer par l'occupation systématique du terrain, parce que aujourd'hui nous avons des hommes armés maliens qui ont été formés, et surtout nous avons des hommes assez aguerris des forces internationales qui sont là avec des moyens logistiques assez conséquents en cette matière. Ok, André Bourgeot, alors selon vous, qu'est-ce qui explique quand même cette phase d'insécurité qui vise maintenant les personnalités? Les éléments d'explication, je ne les sais pas, parce qu'il faut être vraiment au cœur du problème. Mais en revanche, ce que j'observe d'une manière très très concrète, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des décisions venant de l'extérieur, les groupes armés salafistes djihadistes ont des capacités d'adaptation redoutables. Donc à chaque fois, c'est cette situation. J'en veux pour preuve qu'avec les derniers événements que vous avez cités, maintenant, ils s'attaquent directement à des personnalités politiques de haut niveau. C'est quand même une situation inédite. C'est la première chose. La deuxième chose, au niveau du constat, je ne sais pas que si effectivement
effectivement, il y a eu des négociations entre Al-Qaïda et puis le Daesh, mais on se rend compte qu'il y a une distribution stratégique, je dis bien stratégique, sur différents endroits proches. Donc il y a probablement un embryon de coordination. Et s'il y a un embryon de coordination, ça veut dire que la manière dont on a présenté dans le passé une opposition radicale entre Al-Qaïda et Daesh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout état de cause, c'est quand même des situations totalement inédites. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ça s'adresse directement à des hautes personnalités de l'État. Donc c'est l'État qui est visé en tant que tel. Face à cette situation, que faire? Je pense que c'est pas exclusivement à travers des mesures sécuritaires que le problème sera résolu. La preuve en est, c'est que jusqu'à présent, je ne sais pas, il doit y avoir entre 15 000, 16 000 ou 17 000 militaires maliens, étrangers, français, l'ONU, etc. sur place. Et en définitive, les groupes armés salafistes djihadistes qui au début étaient dans le septentrion sont maintenant pratiquement sur l'ensemble du territoire malien, d'une part, et d'autre part, se sont exportés à l'étranger. Donc je considère que la présence des militaires s'est soldée par un échec relativement cuisant. Que faire face à cette situation? On va en revenir à la solution plus tard. D'accord, merci. Ok. Serge Daniel, alors est-ce que selon vous, vous partagez les points de vue de ce... Oui. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une autorité qui est attaquée. Le ministre de l'Agriculture de l'époque, Bokari Tereta, était déjà attaqué, il a échappé à un attentat dans le Nord. Moi, ce qui frappe dans ce qui se passe, la journée d'hier est une journée vraiment noire. Je pense que c'est le jour depuis le retour, la signature des accords de paix, c'est le jour où il y a eu le plus d'attaques sur le territoire malien. 8 attaques, vous disiez tout à l'heure. Mais un peu comme il y a la saison des mangues, il y a la saison des mines. Ce qui frappe également, c'est que la quasi-totalité de ces attaques étaient faites par des mines. Mines au nord, mines au centre, c'est très important, c'est à Yver-Conan. Il y a eu une double attaque, c'est-à-dire des mines et une attaque d'un convoi de la MINUSMA. J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais pas qui le disait, il y a effectivement, il me semble, plus de coordination dans les actions sur le terrain. De toutes les manières, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda au Maghreb islamique, ce qui frappe, c'est qu'ils ne se battent pas entre eux. Ils ont une espèce de doxa, une doctrine, mais ce ne sont pas des gens qui se battent entre eux. Mon sentiment est le suivant. Nous n'avons toujours pas la bonne solution. C'est-à-dire qu'ils sont en train de réagir, j'en aurais terminé probablement parce que le G5 est en train de s'installer, les premières opérations on va parler du G5. Et je suis persuadé que ce sont ni les hélicoptères, ni ce qu'on est en train de voir comme déploiement de force de G5 aujourd'hui. Voilà. Il faut pouvoir aller les chercher à la fourchette, à l'escargot, et on est très loin de là, de cette situation aujourd'hui. Ok. Alors, nous, Togo, qu'est-ce qui explique, selon vous, quand même, cette phase qui touche de plus en plus, quand même, les plus hautes autorités? Ils veulent montrer à la face du monde qu'ils sont présents et qu'ils sont capables de créer, de nuire jusqu'à présent aux intérêts du pays. Comme Serge est en train de le dire, pour les 48 heures, nous avons enregistré plus de 40 morts. 40 morts. Ce matin, donc vers 10h, vers Ansongo, avec les attaques effectivement des mines, il y a eu 26 morts. Et ce n'est pas confirmé, Togo. C'est confirmé. Nous avons des informations sûres. C'est pour ça que nous sommes de l'opposition. Je n'ai pas d'informations. Moi, j'ai de l'information sûre. C'est une information de l'opposition. Non, je te dis, on a des informations sûres parce que nous sommes quand même des anciens responsables du pays. Non, je l'ai dit que nous sommes des anciens responsables du pays. Donc, avec nos expériences, c'est que nous ne donnons jamais des informations sans vérifier. Donc, de ce sûr, donc, il y a eu à peu près 26 morts et des blessés très graves. Donc, 48 heures, plus de 40 morts. Donc, ça amène beaucoup de réflexions à faire. Effectivement, les attaques contre les autorités, ça a été très clair. Donc, c'est leur stratégie. Et ils veulent montrer à la face du monde qu'en tout moment, en tout lieu, ils peuvent frapper. Alors, ce qui est très grave, donc aujourd'hui, c'est que l'État, comme il a dit, nous devrons adopter notre stratégie et revoir donc l'attaque sur le terrain et avec les moyens donc adaptés à la réalité sur le terrain. Parce qu'eux, ils font leurs attaques sur des motos. Si nous pensons qu'il faut les attaquer par les avions... En fait, pourquoi les formations reçues par nos militaires ne sont donc pas adaptées? Je reviens à ça, parce que c'est pour cela aujourd'hui, je dis, en tant qu'ancien responsable de la défense, je préfère aujourd'hui qu'on forme nos hommes avec les hommes que nous avons, des spécialistes de l'armée malienne. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, ceux qui ne maîtrisent pas le terrain, ceux qui n'ont pas la stratégie, la culture malienne, pensant qu'ils peuvent nous former l'armée adaptée, l'armée capable de défendre l'étendue du territoire national,
je pense qu'ils se trompent. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Donc nous avons beaucoup d'expérience et ces hommes et ces femmes-là doivent former, doivent prendre la formation de nos militaires pour aider aussi, et en tant que des gens qui ont des expériences sur le terrain, maîtrisant le terrain, connaissant la culture malienne. Il faut d'autres types d'armées pour adapter à la réalité, pour reconquérir le Nord. Ok. Alors, Bourgeot, comment éviter quand même ces défaites et même contrôler le territoire dans les conditions actuelles? Je crois qu'effectivement, les conditions d'adaptation, les conditions militaires d'affrontement entre une armée régulière et puis des groupes salafistes, djihadistes, terroristes sont complètement contradictoires. D'un côté, vous avez des petits groupes dont la caractéristique est la mobilité et la flexibilité, donc une capacité de mouvement extrêmement importante. Dans la composition, c'est jamais une composition parfaitement homogène. Il y a possibilité de s'inscrire dans les groupes si on a un cousin, si on a un voisin, quelqu'un de la famille, etc. Donc ces deux concepts de mobilité et flexibilité peuvent expliquer les succès que ces groupes reconnaissent. Face à ça, vous avez une armée qui, vous faisiez tout à l'heure référence aux motos, face à ça, vous avez des tanks, vous avez des hélicoptères, vous avez tout ce qui vous voulez, dont le matériel même n'est pas adapté aux réalités de terrain. Alors que faire dans ces conditions? Bon, je crois que s'il y avait une conception d'une armée beaucoup plus mobile, avec des petits groupes, etc., il y aurait possibilité d'affronter, c'est-à-dire Napoléon disait il faut toujours utiliser les armes de l'ennemi. Il faut effectivement utiliser les mêmes modes opératoires que l'ennemi, d'une part. D'autre part, ça se passe quand même, ils ont capacité de se réfugier en brousse. Or, les groupes militaires classiques, où sont-ils? Ils sont dans les villes. Donc vous voyez, ça pose un problème. Deuxièmement, moi j'ai constaté que pendant la guerre d'Algérie, il y avait toujours des ouvertures de routes pour éviter de sauter sur les mines. Donc je suis un petit peu surpris que dans les conditions actuelles, vous avez des convois militaires qui arrivent avec des hautes personnalités et qui sautent sur une mine sans qu'il y ait eu au préalable des appareils qui viennent pour essayer de déminer. Ça existait en 1960, 61, 62 en Algérie. Donc je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas ce type de matériel ou est-ce qu'ils n'ont pas cette conception d'envoyer des démineurs? Donc c'est quand même un peu surprenant. Je voulais me permettre de donner un exemple pratique. Vous savez, Kouakrou, c'était une localité qui était assiégée par les djihadistes. C'est-à-dire, vous aviez l'armée malienne qui était à l'intérieur, mais à l'extérieur, on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait une pression des djihadistes qui étaient dans une forêt. Ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre s'est rendu là-bas récemment. Enfin, c'est de l'opposition, mais on peut le dire ça. Ce qui est une excellente chose, puisque l'armée malienne est arrivée à dégager le réduit qu'occupaient ces djihadistes. Mais vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui à midi? L'armée malienne est partie de Kouakrou. Mais si vous partez, c'est qu'ils vont revenir. Parce que la différence entre eux et nous, c'est que nous, le temps nous assassine, alors que eux ils assassinent le temps. C'est-à-dire que le temps joue en faveur de ces djihadistes. Donc il faut des structures modèles, mobiles pour pouvoir circuler. S'ils circulent à moto, il faut circuler à moto et justement ne pas leur laisser le terrain parce que rien ne s'agit. Il ne s'agit pas de les faire partir et de partir pour qu'ils reviennent. Okay. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau pour parler insécurité au centre et au nord, pourquoi les personnalités sont de plus en plus visées. Alors pour en débattre, Serge Daniel est avec nous sur ce plateau. Ibrahim Ikassa Maïga est juriste, Nuhun Togo, ex-conseiller au ministère de la Défense et André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS. Ikassa, vous avez voulu réagir? Justement rebondir sur ces aspects-là. De dire mais qu'est-ce qui fait que le terrain est laissé à l'abandon et que les stratégies actuelles n'arrivent pas à prospérer face justement à cette déferlante djihadiste. Je pense qu'il y a des premières mesures rudimentaires, je pense, en la matière, comme cela a été touché par le professeur Bourgeot, c'est au moins la sécurisation des convois militaires et civils. Ce que nous avions connu
pendant les précédentes rébellions, c'est qu'au moins sur les axes routiers principaux, il y avait des convois militaires qui précédaient et qui suivaient justement donc des convois civils. Mais voyez, le tronçon entre Sévaré et Gao est laissé complètement à l'abandon. Les convois civils de plusieurs cas, donc des convois de 300, 400 personnes en même temps, sont laissés à eux-mêmes. Et même les simples petits bandits arraisonnent ces convois, les arrêtent et les dépouillent de tout. Donc, a fortiori, les djihadistes qui s'en donnent à cœur joie et visent tout ce qui est intérêt étatique ou international. Maintenant, je reviens à ce point en disant que l'État doit occuper les points névralgiques. Il y a des points stratégiques, connaissant le terrain, il y a des points stratégiques. J'ai donné par exemple, j'ai souvent donné comme exemple, le fleuve Niger, qui est un barrage naturel et qui contient toute la zone du Gourma, de Mopti jusqu'à Gossi, jusqu'à Labzanga. Et à la frontière du Burkina, j'ai dit, ce barrage naturel peut être pour une première fois, on prend un mois, on sécurise tout. On nettoie tout, les forêts et autres, on visite, puisque maintenant, on a les forces internationales, nous avons des hélicos, nous avons des avions, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais on peut nettoyer. Maintenant, quand c'est nettoyé, ça veut dire qu'on peut facilement sécuriser. Et maintenant, faire face au reste. Donc, le Massina, Tenenkou et au-delà vers Kidal. Mais tant qu'on joue au chat et à la souris, on n'en finira pas. Et les populations, qui sont justement les vecteurs par lesquels passent ces djihadistes, vont jouer le jeu des djihadistes parce que chacun craint pour sa vie et aussi chacun veut exercer une activité. Maintenant, ça serait sous le couvert de l'autorité entre guillemets qui était là, qui est l'autorité djihadiste en fait. Ok. Alors, Togo, selon vous, est-ce que la loi de programmation militaire a commencé à porter fruit? Oui, je dis oui et non. Quel fruit? Oui et non, parce que nous avons commencé à avoir des hélicos. Parce que même si ces hélicos ne font que transporter le ministre et le gouvernement, on a vu à Kaï, donc le président de la République et la délégation se sont déplacés avec les avions de l'armée. Et ce matin, à Niafouké, je voyais le Premier ministre atterrir là-bas. Donc c'est la loi de programmation militaire. Mais de l'autre côté, la loi de programmation militaire, qu'est-ce que ça a servi? Normalement, c'est d'avoir des équipements adaptés à nos besoins et créer les conditions pour d'abord former les gens, réarmer moralement nos militaires qui devraient faire face à la situation sur le terrain. Aujourd'hui, ce qu'il faut déplorer, nous avons enregistré trop de morts, plus de 500 morts dans ces derniers temps. Donc ça joue sur la morale, ça joue sur les familles, ça joue sur les militaires. Donc il y a eu trop de décès. Alors donc pour ça, donc je dis la loi de programmation militaire, c'est les conditions matérielles, c'est les conditions de formation, c'est les conditions d'équipement, c'est les conditions de prise en charge, même s'ils sont décédés. Mais aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. Beaucoup n'a pas été fait dans ces domaines. Non, je ne le crois pas. Parce que je le dis toujours, pour moi, l'armée n'est pas politique, c'est hors du champ politique. Si nous voulons, aujourd'hui, on respecte la France, on respecte les États-Unis parce qu'ils ont une armée. Si nous voulons travailler pour avoir une armée, il y a eu beaucoup de problèmes. Si nous voulons travailler l'armée apte, capable de sécuriser, parce qu'il y a une évolution. Je dis l'armée de 1960, aujourd'hui, il faut revoir l'ensemble de ces systèmes, de ce type d'armée. Aujourd'hui, la situation a évolué, le combat a changé de camp, donc il faut revoir et adapter avec la réalité. Donc il faut mettre beaucoup de souplesse dans cette gestion et trouver la mobilité, parce qu'aujourd'hui, même au sein de l'armée nationale, les véhicules de transport, de déminage, tout ça, nous avons des problèmes, nous n'avons pas ces engins. Alors donc le combat sera très difficile. Et effectivement, il y a eu des centaines de milliards qui ont été investis, mais nous avons eu aussi des détournements dans ces camps-là, comme vous l'avez suivi en son temps, des chaussettes qui ont été achetées à 40 000 francs CFA, donc ça a créé beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de résultats à ça. Ok, mais André Bourchou, on est quand même étonné de voir tout le temps nos militaires quand même surpris par ces terroristes, ces djihadistes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les forces armées maliennes quand même puissent être beaucoup plus résistantes que ça? Si vous permettez, je répondrai par un historique. Au début de la présence des salafistes djihadistes, il y avait adopté une pratique de guérilla
guérilla face à une armée classique. La guérilla, il s'est avéré qu'il fallait qu'elle change de nature, c'est passé à un harcèlement. C'est déjà complètement différent. Mais du côté des armées régulières, il n'y a pas eu ce type d'évolution. Après le harcèlement, ils ont utilisé les mines. Les mines, c'est pas récent, hein, ça fait déjà 1 an à peu près qu'ils utilisent les mines. Donc, mais les armées classiques n'ont pas pour autant changé de mode opératoire. Et donc, je retombe sur le problème suivant, c'est tant qu'il n'y aura pas des conditions de, par exemple, utiliser des sections militaires au sens militaire du terme, c'est-à-dire des petits groupes qui peuvent être aussi mobiles que les salafistes djihadistes et qui ne seront pas cantonnés nécessairement dans les villes, qui vont pénétrer la brousse, etc. Donc s'il n'y a pas une sorte de maillage militaire sur l'ensemble du territoire, y compris la brousse et puis les parties les plus désertiques, je pense qu'une fois de plus, la présence exclusivement militaire telle qu'elle est conçue actuellement débouchera sur des échecs. Vous parlez de loi de programmation militaire, oui. Mais les chiffres donnent des vertiges. C'est incroyable. Où est-ce qu'on va d'ailleurs avoir tout ce pognon? Mais la question n'est pas là, à mon avis. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut aujourd'hui, de mon point de vue, pour être pratique, c'est une police municipale. Nous n'avons plus les forces de sécurité et de défense qui peuvent assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Surtout que les djihadistes n'ont pas d'armée. Ce n'est pas une armée régulière. Je pense que l'une des solutions, ce serait d'avoir, par exemple, une police municipale. L'avantage de la décentralisation dans un pays comme le Mali, c'est que nous sommes partis, je crois que c'était de 17 ou d'une vingtaine de communes à 703 communes. Et ce qui est frappant quand vous allez à l'intérieur, c'est que vous allez rencontrer une association, mais elle refuse de vous recevoir sans le maire du coin, sans l'élu du coin. Et le maire débarquer avec son écharpe, etc. Je pense qu'il faut avoir, par exemple, une police municipale. Si nous n'avons pas cette police municipale, ça va être un peu difficile, à mon avis. Mais est-ce que vous pensez que la population, oui, on va revenir à votre réaction, mais la population, vous pensez que la population peut jouer un rôle quand même dans cette aide des forces armées? La population peut jouer un rôle à 2 conditions. Parce que ce qu'elles disent les populations est quand même assez simple. Ils disent surtout dans le Grand Nord, quand vous allez là-bas, quand on peut aller encore là-bas, parce qu'on ne peut plus réellement aller là-bas aujourd'hui, c'est que les gens disent, mais écoutez, nous, par exemple, nous, dans notre village, on ne voit pas d'administration depuis, par exemple, 6 mois. Ceux que vous appelez les djihadistes, ce sont ceux qui arrivent avec des médicaments, ce sont ceux qui arrivent avec de la nourriture pour nous. Pourquoi voulez-vous qu'on les dénonce? En plus, quand vous les dénoncez, ce sont des gens qui vous égorgent. Donc, il y a la présence de l'administration à avoir. Mais on ne peut plus avoir la présence de l'administration. On ne peut plus gérer le nord du Mali ou le territoire malien aujourd'hui comme avant la crise. Il faut inventer. Et je trouve qu'il y a une absence de leadership dans ce domaine, dans ce pays-là. Les solutions sont possibles. Nous avons eu le conseil, le conseil d'entente nationale. Nous avons tout eu. Nous avons eu tellement de réunions. Il y a eu un forum encore la semaine dernière au centre du Mali, puisque le Premier ministre était sur place. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas se dégager clairement une stratégie pour avancer. Et ça, c'est ce que je dis, n'engage que moi. Ok. Bonjour. Oui, la police municipale, par définition, elle est circonscrite à la commune. Donc ça ne résout pas le problème de la présence des groupes salafistes et djihadistes à l'extérieur des communes. Donc il faut nécessairement créer des groupes mobiles qui dépassent des fonctions de police. La police municipale, elle est là pour intervenir à l'intérieur de la commune et sur des fonctions de police simplement. Donc s'il n'y a pas une manière de repenser l'utilisation des armées sous forme de prolifération de sections afin de créer un maillage sur l'ensemble des espaces qui gravitent autour des communes, je pense qu'encore une fois, on ira dans le sens d'un échec. Mais Ikassa, alors est-ce qu'il faudrait aller vers quand même une formation militaire générale quand même pour la population, voire un service militaire pour tous? C'est une des solutions possibles, mais ça ne peut pas être la solution de l'heure. Dans l'urgence, la formation militaire, donc le système des réservistes, peut être une solution, c'est-à-dire donner le réflexe de renseignement militaire à chacun ou de détection de certains indices par rapport au cas d'insécurité. C'est bien, mais ça ne peut pas être la solution pour maintenant. C'est sur le long terme et je pense que la réactivation du SNJ participe de cela, si ça se fera, parce qu'on ne l'a pas encore vu. Maintenant, ce que je voudrais dire en rebondissant sur l'idée de police municipale, si c'est pour déployer la police nationale au renseignement
pour que la police nationale soit mieux dédiée au renseignement en tant que tel, je le comprends ainsi, mais ce serait peut-être en temps de paix qu'une police municipale va donc gérer les questions d'intendance dans les collectivités et autres circulations routières ou autres considérations minimes. Mais aujourd'hui, dans l'urgence, je pense que l'armée doit être formée, le renseignement militaire doit être développé. Qu'on trouve les moyens. On manque de leadership, Serge Daniel l'a dit, mais qu'on trouve cette solution. Que les policiers se transforment en bergers, en pêcheurs, mais il faudrait trouver cette solution. Et pour que justement on puisse détecter ces djihadistes. Mais ça ne peut se faire que quand des postes avancés des forces armées maliennes et étrangères tiennent les points névralgiques pour limiter la capacité de circulation de ces forces djihadistes. Tant qu'on ne va pas vers cela, on restera à tourner, on jouera justement on reste dans les grandes agglomérations et quand on veut se déplacer d'un point à l'autre, on se fait attaquer puisque eux ils gagnent le terrain, ils connaissent tout sur la route d'Ansongo, mais c'est dans la bitume qu'on a creusé des trous pour enfouir des explosifs. Vous voyez que ça veut dire qu'on a disposé suffisamment de temps. Donc c'est cela le truc. Je ne sais pas si je peux, mais je parlais de police municipale. Peut-être que je revendique cette expression. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, notre armée, notre police, nos forces de défense ne peuvent plus faire le travail. Il faut décentraliser nos forces de sécurité. C'est pour ça que je parle de police municipale. Ce n'est pas une police municipale qui va dormir dans les villes. C'est une police municipale rurale, par exemple, qui va aller dans les forêts. Si vous prenez le Ouagadougou, par exemple, il y a quelque chose de terrible qui est très important dans nos localités. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement ce qui se passe. Il faut pouvoir les associer, c'est ce que je voulais dire. Et je suis persuadé, est-ce que c'est une police ou des forces de défense spéciales, trouvez l'expression que vous voulez, mais je pense qu'il faut, je dirais pas des supplétifs de l'armée, je dirais pas ça comme ça, mais il faut que nous développons une nouvelle stratégie de défense. Et encore une fois, c'est pas un leadership affirmé que nous pouvons le faire, et ce leadership, nous ne l'avons pas aujourd'hui, je me permets de le revendiquer. Nous, Togo, rapidement, pour boucler quand même cette partie, quel est le rôle qu'on peut quand même confier à la population. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelque temps, c'est qu'ils sont arrivés à couper la circulation entre les grandes villes au nord du Mali. Ça veut dire aujourd'hui c'est difficile de se déplacer de Tombouctou à Songo. Il est difficile de se déplacer à Goundam. Effectivement, ils ont eu beaucoup de temps, ils ont préparé et continuent à préparer. Il y a souvent même des problèmes sur le fleuve. Ça veut dire qu'on ne peut même pas naviguer sur le fleuve. Donc ça pose problème. Alors donc ils ont pu, effectivement je suis d'accord sur l'idée de faire en sorte de décentraliser sous forme de petits groupes mobiles capables d'intervenir à la minute pour essayer, comme je l'ai dit, travailler aussi à avoir des moyens de déplacement adaptés. Ça veut dire sur les motos, sur les bicyclettes, ça veut dire dans les pirogues. Travailler et faire en sorte que nous puissions, police municipale ou pas police municipale, néanmoins, aujourd'hui, avoir les moyens de, ça veut dire les armes pour donner à ces hommes-là, ça va poser problème. Aujourd'hui, l'armée n'arrive même pas à équiper les hommes et les femmes, donc sur le terrain, à forte raison de chercher pour donner à des civils. Aujourd'hui, réorganiser l'armée nous permet de prendre en compte certains aspects de la chose. On va plus loin parce qu'aujourd'hui, ce matin même, l'information que j'ai reçue, on a instruit à l'ensemble des maires de fermer l'ensemble des écoles sous le gouvernement. Alors donc il n'y aura plus d'école. Ça c'est les informations de ce matin. Alors donc si ils maîtrisent le point. Information de l'opposition. Non, rassurez-vous. Ok, d'accord. André Bourgeois, allez-y rapidement. Rapidement, à l'époque coloniale, il y avait en zone saharienne les goumiers. Et une des caractéristiques des goumiers, c'était justement non pas avec cette conception rurale, mais dans les campements. C'est ça qui manque actuellement. Premièrement. Deuxièmement, se pose le problème de la composition de ces groupes salafistes djihadistes. Vous avez à l'intérieur de ces groupes beaucoup d'autochtones. En conséquence de quoi, vous voyez un peu le problème que ça pose. Et que s'il y a, Koufa le dit très bien dans ses prêches, il dit que s'il y a des moudjahidines qui se font tuer, c'est parce que vous êtes au courant de qui il y a là-dedans. Et donc vous êtes des délateurs. Vous êtes des délateurs, on viendra, on vous tuera. Face à de telles menaces, comment voulez-vous faire ? Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Donc, retour sur ce plateau pour parler toujours insécurité avec nos invités, Serge Daniel, journaliste, écrivain, Ibrahim Ikassa Maïga, juriste, Nouhoum Togo, ex-conseiller au ministère de la Défense, et André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS. Alors, en parlant d'insécurité, ces insécurités interviennent seulement à moins d'une semaine du début des premières opérations du G5 Sahel. Alors, qu'est-ce qui explique cela, André Bourgeot? Moi, j'observe encore une fois, si on a une approche historique, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, la réponse précède les interventions annoncées. Donc, ça veut bien dire que faites ce que vous voulez, on n'a pas peur. Donc, quand on voudra intervenir, on interviendra. Et on constate, c'est simplement une observation, un constat, à chaque fois qu'ils veulent intervenir, ils interviennent quand ils veulent, avec qui ils veulent, et dans les conditions qu'ils déterminent. Donc, c'est quand même quelque chose d'une force extrêmement importante. D'une part. D'autre part, il y a une conception stratégique derrière. On le voit bien ce qui s'est passé dans le Nord actuellement. Je pense qu'il y a une coordination qui n'est pas simplement une coordination en soi, qui est une coordination de stratégie pour occupation d'un certain espace et pour des conditions d'intervention. Donc il y a une distribution des rôles et des actions. Donc ça, c'est quand même un peu inquiétant. On a toujours présenté une opposition à Al-Qaïda et Daesh. Peut-être que cette opposition, elle existe, mais à la capacité aussi de se réunir et de créer les conditions d'une alliance ponctuelle ou pas ponctuelle. En tout état de cause, on voit bien qu'actuellement, elle est plutôt ponctuelle. Et Kassa. En fait, je pense que les forces djihadistes ont compris que le terrain leur appartient. Et donc, ceci fait que c'est comme un barreau d'honneur. On veut les contenir à travers des forces aussi mirobolants comme le G5 Sahel, avec 5000 hommes, ainsi de suite, en plus de Barkhane, de Munisma et tout le truc là. Donc ils se disent, alors, pour faire, on va faire. Et les populations en pâtissent, c'est vrai, mais ils démontrent à tous les coups qu'ils font échec justement à ces initiatives de gagner le terrain, de récupérer le terrain aux mains de ces djihadistes. Maintenant, le système d'occupation de terrain de notre armée et des forces internationales laisse à désirer. Vous savez, le week-end dernier, à Bourem, il y a eu 2 attaques simultanées des checkpoints d'entrée et de sortie. Entrée de Gao, sortie vers Bamba, ça a été simultanément organisé et avec une facilité déconcertante. Nous sommes d'accord, et les forces maliennes ont dû se replier. Donc, ça signifie, et c'est exactement ce qui s'est répliqué dans les autres zones. Alors, ça veut dire qu'il y a une inefficacité de ce que nous avons voulu construire en tant qu'État malien et force internationale jusque-là. Donc il faut changer de fusil d'épaule. Véritablement, tant qu'on ne le fera pas, nous resterons justement dans cette guerre qui est à l'avantage justement des forces djihadistes. Mais Serge Daniel, on remarque quand même que l'ennemi connaît nos positions alors que nous ignorons totalement quand même les positions de l'ennemi. Alors le centre d'alerte précoce de la CEDEAO, est-ce que ça va servir quand même à quelque chose dans ce combat? J'étais à l'inauguration de ce centre, mais j'étais impressionné parce que vous aviez le président togolais, vous avez été le président législatif de la CEDEAO, le président malien, ils étaient là devant des écrans, et puis paf, il parle à Abuja, paf, il parle. Enfin, c'est un peu réducteur, si vous voulez. C'est pas ça le problème. Excusez-moi, je vais pas être. J'ai assez de problèmes pour en avoir, mais je vais quand même le dire, nous ne sommes pas dans la bonne voie. Nous ne sommes pas du tout dans la bonne voie. C'est pour ça, par exemple, au centre récemment, c'est passé inaperçu quand le Premier ministre s'est rendu là-bas. Des autochtones, des élus, ont dit voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons déradicaliser nos jeunes. Mais pour les déradicaliser, il faut les démobiliser. Nous sommes en contact avec eux. Nous sommes en contact avec eux pour les sorties des griffes de ces groupes, qui ne sont pas totalement tout le temps des groupes djihadistes. Il y a des jeunes du centre qui n'ont rien à voir avec le djihadisme, qui sont là parce qu'on a pris leur bétail, parce que voilà, l'État les empêche de vivre, etc. Je pense que c'est l'une des solutions. Le tout sécuritaire ne va pas fonctionner. Mais nous avons perdu du temps. Nous avons perdu du temps, ça fait 4 ans que nous sommes là. C'est pas une critique du pouvoir, mais je veux dire qu'il nous faut un leadership pour pouvoir nous en sortir. Sinon, on ne le pourra pas. Okay. Nous, Togo, alors, en tout cas, dans ces conditions, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce que le Mali, quand même, peut faire dans ces conditions actuelles? Ça ne sera pas facile. Nous n'avons pas...
on ne peut pas laisser le pays dans cette situation. Donc il faut, la réflexion doit continuer. Moi je l'ai dit en son temps, d'autres m'ont dit que je ne voulais pas voir la chose en face. Je dis, pour la gestion de la crise en général, il faut mettre au niveau du commandement des hommes capables de réfléchir et de continuer et savent gérer la situation. Il choisit de mettre peut-être des officiers en retraite aujourd'hui comme ministre de la Défense au lieu de mettre quelqu'un comme un ministre des Finances qui ne sait que gérer. On a fait l'expérience. Non, on a eu un ministre de la Défense qui était à la retraite. Qui Vous savez comment on l'a débarqué? Comment on l'a débarqué? Le problème, comment on l'a débarqué? Quand même, j'étais un de ses conseillers. Comment on l'a débarqué? Moi, mon problème aujourd'hui, il faut... l'armée ne se gère pas. L'armée ne se gère pas comme ça. Alors donc, il faut connaître d'abord les hommes, il faut connaître le terrain, il faut connaître le matériel, il faut savoir planifier, il faut savoir donner des ordres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que notre armée, nous avons des problèmes très difficiles à gérer. L'armée en lambeaux, où le commandement pose problème. Mais beaucoup a été fait dans la réorganisation quand même de cette armée. Hein, c'est je ne le crois pas. C'est pour ça que je ne voulais pas parler un peu de fiction, parce qu'il est facile de dire aux gens qu'on a fait ceci, qu'on a fait ça, se remarque sur le terrain. C'est-à-dire l'acte posé sur le terrain, c'est réellement le travail a été bien fait, nous avons un résultat. Mais sur le terrain, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc la situation devient plus en plus compliquée. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut réorganiser l'armée, travailler pour avoir une armée capable de répondre à tout ce qui se passe au nord du Mali. Mais je suis convaincu d'une chose, effectivement depuis la création, parce que c'est l'idée de la création du G5, comme vous le savez, nous avons proposé depuis longtemps, au moment où on était dans le commandement avec Amadou Toumani, beaucoup de responsables, surtout des pays limitrophes, ont refusé les idées. Parce qu'on s'est dit en son temps, il fallait faire en sorte que les poursuites puissent se faire dans les autres pays pour essayer de s'attaquer à l'ennemi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons des ennemis, nous avons des amis, des anciens amis ou des amis comme l'Algérie, comme la Mauritanie ne joue pas franc jeu avec nous. Ok, bonjour. Oui, très brièvement, trois choses. La première chose, c'est que s'il n'y a pas de volonté politique au niveau de l'État, c'est pas tellement un problème de leadership, c'est un problème de volonté politique généralisée au niveau de l'État. L'État n'a plus les moyens de se faire respecter. Et ça, c'est quand même grave. Donc ça crée la situation à laquelle on est confronté actuellement. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est quel est le degré de motivation dans l'armée malienne actuellement. Est-ce que les jeunes vont, comme ça, aller au combat, périr, etc. Quand on voit une crise, c'est une crise profonde, et elle n'est pas simplement au sein de l'armée, c'est une crise généralisée au niveau de l'ensemble des populations et une crise de l'État. Et la troisième chose que je veux dire, il y a manifestement une crise d'autorité. Et si on ne restaure pas l'autorité, eh ben c'est la porte ouverte à tous les abus. On le voit par exemple sur le problème du contenu des accords de paix. Où est l'autorité de l'État et où est la souveraineté de l'État pour faire respecter le contenu des accords de paix qui manifestement n'ont pas créé une adhésion massive et populaire. Donc tant que ces problèmes-là ne seront pas résolus, je ne vois pas comment on pourra résoudre les problèmes de sécurité au niveau local. Mais présentement, Serge Daniel, on est pratiquement dans le cadre de l'idéal quand même. Le G5 Sahel entre en danse. Voilà, les Américains qui étaient même pratiquement réticents, ils ont décidé de mettre la main quand même à la poche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne faut pas se voiler la face. Vous savez pourquoi il y a le G5? Et ça, c'est ma conviction personnelle. La France veut se désengager du nord du Mali et du Sahel. La doxa Macron, c'est pas la doxa Hollande. Voilà la réalité. Nous avons des troupes françaises qui sont à l'extérieur. Nous avons nos propres problèmes. Il faut que les Africains prennent en charge leur sécurité. Ça, c'est évident pour moi. Il n'y a strictement aucun doute là-dessus. C'est pas des gentils qui viennent nous aider. Il faut que nous prenons notre défense, notre politique de défense en charge. Et ça, c'est tout à fait normal. Et je trouve que c'est normal. Quel est l'avenir, par exemple, d'un G5? Ça ne va pas suffire. J'ai des collègues journalistes qui sont partis couvrir les premières opérations du G5. Et j'ai posé hier une question à un de ces journalistes. Je dis, mais alors, c'était comment? Il dit, franchement, il n'y avait que des photos. Donc, l'intervention américaine avec tout cet argent, quand même, ça ne va pas avancer. Ça ne va pas suffire. Il faut faire les deux choses. Il faut fonctionner en Y. D'un côté, le sécuritaire, mais d'autre, il faut repenser tout cela. Ok. Alors, oui. Moi, je me dis toujours, pourquoi on ne prend pas le bon exemple chez les autres? Quand vous prenez l'armée tchadienne, le commandement militaire est aux avant-gardes.
et développe les stratégies avec la troupe derrière. Il faudrait qu'on s'y fasse. Maintenant, notre cas est assez délicat puisque de ce qu'on apprend, il semble que l'État malien n'est pas libre de tous ses mouvements pour déjà se réarmer à tout point de vue. Puisqu'il y a justement la crainte des affrontements entre l'État malien et les groupes rebelles qui sont sous protection internationale à Kidal et ailleurs. Donc, il y a les forces internationales craignent, en tout cas la communauté internationale craint que l'armée malienne ne fasse plutôt face justement à cette situation de Kidal que la déferlante djihadiste. Mais je pense que c'est tout comme que la meilleure des solutions, c'est de permettre à l'armée malienne de s'armer, d'avoir les moyens logistiques, aériens et tout ce qui va avec pour justement mieux surveiller ce terreau laissé justement à l'abandon actuellement et pouvoir justement s'affirmer, donner confiance aux populations et bouter hors de ces zones-là les forces djihadistes qui sont en fait, ce n'est pas beaucoup d'hommes les forces djihadistes. Justement, ils se fondent dans la population et ils jouent à la terreur. En fait, c'est cela, c'est ce qui leur donne cette force. Et donc je pense que l'État malien doit être libéré pour pouvoir mieux s'armer et occuper souverainement son territoire pour justement le sécuriser. Mais André Bourgeot, devant tant de négations quand même face à la puissance du Mali quand même de pouvoir circonscrire le mal, est-ce que c'est le mal, c'est-à-dire pousser quand même les terroristes, les djihadistes en dehors quand même du pays. Alors, est-ce que c'est un aveu d'impuissance totale, finalement? C'est probablement quelque part un aveu d'impuissance qui résulte sur le fait qu'il n'y a pas de repensée des conceptions actuelles. Tant qu'il n'y aura pas une réforme structurelle sur les modes de pensée et les modes d'intervention des militaires occidentaux et des militaires maliens, encore une fois, je ne vois pas comment on va pouvoir lutter contre ces groupes qui sont quand même ultra minoritaires par rapport aux groupes armés internationaux et nationaux. 17 000 ou 18 000 qu'importe le chiffre. En face, vous avez combien d'individus? Très très peu. Parce qu'eux, justement, ont capacité d'être extrêmement mobiles. Ils n'ont pas d'hélicoptères, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas de BDRM, ils n'ont rien du tout. Et ils réussissent à marquer des points à longueur de temps. Avec des actions qui sont de plus en plus rapprochées. Pratiquement, je reprends ce que je disais tout à l'heure, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. C'est quand même parfaitement inquiétant. Encore une fois, tant qu'il n'y aura pas une modification de la conception, c'est-à-dire une réforme stratégique pensée, je pense qu'on ira encore dans des mesures sécuritaires qui coûtent beaucoup d'argent pour pas grand-chose. D'accord. Donc, nous disons merci à Serge Daniel, merci à Ibrahim Ikassa Maïga, merci à Nuhun Togo, merci à André Bourgeot. Donc, insécurité au Mali, au centre et au nord du Mali. Pourquoi les responsabilités, les personnalités sont de plus en plus visées. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Ibrahim Aran Diallo et mis en onde par Salim Djouara. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara et je suis Aliou Sidibé. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.